où nous allons parler de la rééquilibration hydroélectrolytique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à ce topo. De quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la question des apports de soluté par voie intraveineuse dans le but de normaliser l'état hydrosodé, ionique et acido-basique, dans le contexte général et plus particulièrement dans le contexte de l'abdomen aigu post-opératoire. Je n'aborderai pas les problématiques de nutrition. Donc, pour commencer, avant de parler de pratique et de comment est-ce qu'on choisit, on est obligé de faire quelques diapos de théorie et des considérations générales sur la rééquilibration hydroélectrolytique. Il faut d'abord parler de l'eau. L'eau, c'est 60% du poids du corps chez l'adulte. Cette eau est essentiellement située où? Dans les cellules, 40% du poids du corps, un petit peu moins dans l'interstitium et très très peu, 5% au niveau du plasma. Eh bien, quand on passe un soluté, un sérum Phi par exemple, ou une solution balancée, eh bien, on va modifier, on va apporter une solution directement dans le secteur plasmatique qui va ensuite diffuser dans les différents compartiments. Un deuxième point qui est important, c'est la question de l'électroneutralité. N'ayez pas peur, je vais essayer de vous expliquer ça petit à petit. L'électroneutralité, c'est une règle générale de physique. Dans n'importe quel compartiment, la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Les charges positives, pour faire simple, dans le plasma, c'est le sodium. C'est la natrémie qui est la charge positive principale, qui est d'environ 140. Les charges négatives, les anions, c'est quoi? C'est trois choses principalement. Les anions indosés, le bicarbonate et le chlore. Le chlore, on en parle relativement peu. La natrémie, on en parle souvent. On parle souvent du bicarbonate quand on réfléchit au pH de nos patients avec un bicarbonate qui est bas dans les situations d'acidose. Le bicarbonate, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est l'équilibre relatif entre le taux de bicarbonate et la capnie et la concentration artérielle en CO2 qui va déterminer le pH. Je m'explique un petit peu plus. Si on prend ces deux éléments, les bicars et la PaCO2, c'est des éléments qu'on a sur le gaz du sang. C'est l'équilibre entre l'un et l'autre qui détermine le pH. Vous savez que le pH, c'est une mesure de l'acidité du sang qui est normalement à 7,40. Quand on est inférieur à 7,40, on parle d'acidose. Quand on est au-delà, on parle d'alcalose. Eh bien, finalement, ce n'est pas tant une valeur absolue, mais plutôt un équilibre relatif entre les deux qui va déterminer le pH. Par exemple, dans cette situation, vous voyez que la quantité de bicar est à peu près équilibrée par rapport à la quantité de CO2. On a un pH qui est normal. Autre situation, le patient BPCO équilibré, on a un taux de CO2 qui est trop haut parce qu'il a un problème de ventilation, mais il a réussi à équilibrer et faire monter ses bicarbonates. Les deux sont à peu près aussi hauts l'un que l'autre, donc il est toujours équilibré. Son pH est normal. Le pH, il est modifié, en fait, il est anormal quand il y a un déséquilibre entre les bicars et la PaCO2. Par exemple, c'est une situation qu'on pourrait rencontrer dans un abdomen post-opératoire où on a une fuite digestive de bicarbonate. Si les bicarbonates baissent et que notre patient n'est pas capable d'hyperventiler pour faire baisser sa capnie, il devient acide. Revenons à notre équation. Bicarbonate, CO2. On va y revenir parce que c'est important, c'est que les solutés qu'on administre à nos patients, les cristalloïdes, le sérum Phi, le plasmalite, le ringerlactate, ils contiennent de l'eau, bien entendu, mais ils contiennent des ions, ils contiennent du sodium et du chlore. Et donc, la variation des ions secondaires à l'administration des solutés va faire varier le pH. Par exemple, quand on passe du sérum Phi, le sérum Phi, il contient essentiellement du sodium et du chlore, mais il contient beaucoup plus de chlore que la chlorémie habituelle des patients. Quand on donne du sérum Phi, on fait monter fortement la colonne du chlore ici, ce qui vient écraser et faire baisser les bicarbonates. C'est ce qu'on appelle l'acidose hyperchlorémique liée au sérum physiologique. Et au contraire, si on fait l'inverse et qu'on donne du bicarbonate de sodium, dans le bicarbonate de sodium, comme son nom l'indique, il y a du bicarbonate, du sodium, mais il n'y a pas de chlore. En faisant monter le sodium par rapport au chlore, on augmente la hauteur du bicarbonate. C'est pour ça que le bicarbonate de sodium a un effet au contraire alcalinisant. Voilà ces premières considérations de biophysique, on va dire, sur les effets sur les trois compartiments de l'eau, la cellule, l'interstitium et le plasma, et les effets des variations ioniques sur la variation du pH.
Ça, c'est les considérations générales. Considération plus particulière sur l'abdomen post-opératoire. Je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que la pathologie abdominale va avoir un retentissement particulier. On sait que, par exemple, face à une pancréatite aiguë, opérer une ischémie mésentérique ou une infection intra-abdominale, la pathologie inflammatoire qui existe au niveau de l'abdomen va avoir un retentissement et va ralentir le transit. C'est ce qu'on appelle l'iléus. D'autre part, la pathologie digestive en elle-même va pouvoir être pourvoyeuse d'une acidose, par exemple. Vous savez, par exemple, qu'une ischémie mésentérique, ça donne de l'acidose lactique, et donc on va avoir une baisse du pH liée à la maladie elle-même. Et dernier point, c'est qu'une maladie, une pathologie intra-abdominale, une pancréatite aiguë grave, par exemple, va augmenter la pression intra-abdominale qu'on va pouvoir mesurer, par exemple, au niveau de la vessie, et cette hypertension intra-abdominale va avoir un retentissement sur l'hémodynamique générale du patient. Ça, c'est sur le retentissement de la pathologie abdominale. L'autre élément, alors, retentissement de la pathologie abdominale, j'avais fait une photo pour montrer un moyen, par exemple, de mesurer la pression au sein de la vessie. Les hypertensions intra-abdominales qui sont définies par une PIV ou une pression intra-abdominale supérieure à 12, eh bien, cette pression élevée est retrouvée chez la moitié des patients de réanimation. Et quand cette pression dépasse 20, avec des défaillances d'organes, les patients qui deviennent oligo-anuriques, qui ont un état de choc réfractaire, on parle du syndrome compartimental, et c'est quand même 5% des patients dans les réanimations globalement polyvalentes. Le deuxième élément qui est spécifique à l'abdomen post-opératoire, c'est que très fréquemment, en post-opératoire, on va avoir des sorties de liquide digestif particuliers. Par exemple, des sondes nasogastriques qui sont en déclive ou en aspiration, des redons péritonéaux, des pansements VAC aspiratifs, des drains biliaires ou de la diarrhée. Eh bien, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nature du soluté qui sort, dans la SNG, dans les redons, cette nature, elle va modifier à la fois la balance hydrosodée, mais également le pH des patients, et elle va le modifier en fonction du fait qu'il s'agit essentiellement d'une sortie de sodium ou une sortie de chlore. Je vous montre. Eh bien, si c'est une sortie essentiellement de sodium dans les liquides digestifs, ça va avoir un effet d'acidose métabolique. C'est le cas, par exemple, quand vous avez un drain biliaire externe qui est en déclive ou en aspiration, il va y avoir une sortie de sodium et de bicarbonate important qui va générer une acidose métabolique. De la même manière, si vous avez une diarrhée qui est riche en sodium, ça dépend des types de diarrhée, une diarrhée qui est riche en sodium va avoir un effet d'acidose métabolique. Mais, à l'inverse, quand vous avez une sonde nasogastrique qui est en aspiration, chez un patient, par exemple, qui a un syndrome occlusif, avec une SNG qui est en aspiration, ou quand un patient présente des vomissements itératifs, eh bien, quand on regarde son gaz du sang, en général, ce patient n'est pas du tout acide, bien au contraire, il a une alcalose. Pourquoi? Parce qu'il vomit du chlore. L'acide chlorhydrique, le HCl qui est contenu au niveau de l'estomac, c'est une fuite importante de chlore, et donc c'est des patients qui sont à 7,50, 7,55 de pH. Et de la même manière, si la diarrhée est riche en chlore, ça va venir générer une hypochlorémie, et comme vous avez une électroneutralité, la baisse du chlore va s'accompagner d'une augmentation des bicarbonates pour que la somme des anions soit égale à la somme des cations. C'est un peu de la physique. Alors, on arrive maintenant au choix du soluté. Qu'est-ce qui fait qu'on va face à un patient post-opératoire, qu'on va prescrire plutôt du glucosé, de l'eau dans la SNG, du sérum Phi, du plasmalite, de l'albumine ou autre chose? On va regarder ça petit à petit. Les solutés de remplissage, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les cristalloïdes, typiquement le sérum physiologique ou les solutions dites balancées. Les solutions balancées, c'est un terme qui est un peu générique, qui suggère des solutions qui sont moins riches en chlore que le sérum Phi. Par exemple, c'est le ringerlactate, le plasmalite, voilà. Et puis les colloïdes, ce sont globalement des solutés qui sont soit de l'albumine, soit des colloïdes de synthèse qui sont des solutés qui ont un pouvoir d'expansion volémique important, qu'on utilise globalement moins. Quel cristalloïde on utilise finalement? Qu'est-ce qu'on fait? On lui passe un Phi à ce patient, on lui passe plutôt un ringer, on lui passe un plasmalite? Comment est-ce qu'on va choisir? Eh bien, avant tout, avant de choisir, il faut qu'on sache ce que ça contient.
Je vous ai mis ici la composition du plasma, le plasma qui contient 140 de chlore et 140 de sodium et 100 de chlore. Et j'ai mis à côté les deux solutés cristalloïdes qu'on utilise souvent, le sérum Phi et le plasmalite. Donc vous voyez que chez un sujet qui va bien, il y a beaucoup plus de sodium que de chlore. La natrémie normale, si vous avez regardé les résultats chez un patient, quand on lui fait un iono, il a une natrémie normale, elle est aux alentours de 140, ça va de 135 à 145. Son chlore, il est beaucoup plus bas, il est à peu près à 100, 95, 105 on va dire. C'est beaucoup plus bas. Quand on passe 1 litre de Phi à un patient, qu'est-ce qu'on fait? On lui file un soluté qui contient déjà trop de sodium, il a 154 alors qu'on veut qu'il reste à 140, mais surtout qui contient 154 de chlore, ce qui est une aberration. C'est-à-dire que si vous passez un petit peu de sérum Phi, ça va aller. Si vous en passez beaucoup, vous allez faire tendre sa chlorémie vers 154. Bon. Je vous propose un autre soluté. Plasmalite, ça aurait pu être un autre. 140 de sodium et 98 de chlore, ce qui est beaucoup plus physiologique. Le terme de sérum physiologique, c'est pour le soluté qui est dit balancé. Un autre point qui me paraît important à regarder dans les compositions de ces solutés, c'est la présence de potassium. La kaliémie normale d'un sujet, elle est dans 4 millimoles, 3,5,5. Eh bien, il n'y en a pas dans le sérum Phi. Par contre, il y en a dans la plupart des solutés balancés, qui est à 4 ou 5 millimoles. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le choix du type de solution compte? Il y a eu énormément de publications sur le sujet du est-ce qu'il vaut mieux faire du Phi ou est-ce qu'il vaut mieux faire des solutés balancés chez les patients de réa. Je n'ai pas trouvé de choses spécifiques à l'abdomen post-opératoire ici, mais ce qu'on peut dire, c'est globalement, pour des petites quantités de sérum, de solutés administrées, il y a peu d'importance, mais quand on est sur des quantités importantes, probablement au-delà de 3 litres, eh bien, il y a un bénéfice à faire des solutés qui ne contiennent pas trop de chlore et donc à faire des solutés plutôt de type pas du sérum Phi, autre chose. Vous connaissez cette campagne dans les années 80, pour certains d'entre vous. Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. C'était une campagne de la sécurité routière. On pourrait dire probablement la même chose pour le sérum Phi. 1 litre de Phi, ça va. 3 litres de Phi sur une même journée, ça passe. 5 litres de Phi, bonjour les dégâts. Donc, les déterminants du choix, pour finir. Eh bien, on va tenir compte de plusieurs éléments. Le premier, c'est les compartiments liquidiens, les statuts hydrosodés du patient. On va estimer sa volémie, en regardant son niveau de pression artérielle, éventuellement en s'aidant de l'échographie. On va regarder s'il a une surcharge interstitielle, avec l'existence d'œdème des membres inférieurs ou l'existence d'épanchements péritonéaux, épanchements pleuraux. On va estimer son volume cellulaire en regardant sa natrémie. Le poids, c'est un élément qui regroupe ces 3 secteurs. Et puis, on va regarder également sa fonction rénale en regardant sa diurèse horaire et l'échographie. Et en fonction du volume cellulaire et du volume extracellulaire, on va identifier 4 scénarios. Le premier, c'est une déshydratation intracellulaire. On a des cellules qui manquent d'eau et en général, il y a une hypernatrémie. Dans ce cas-là, il faut administrer essentiellement de l'eau, pas autre chose, de l'eau. Alors, c'est soit de l'eau dans les SNG, soit du glucosé. Le glucosé, c'est de l'eau avec du glucose qui va être métabolisé. Soit on a une hyponatrémie avec une hyperhydratation intracellulaire, on a des cellules qui sont trop remplies d'eau. À ce moment-là, il faut mettre du sérum physiologique ou des solutés hypertoniques. Soit on a une déshydratation extracellulaire avec hypotension, et on peut utiliser des cristalloïdes ou de l'albumine. Et puis enfin, on peut avoir une hyperhydratation extracellulaire avec œdème et anasarque, et à ce moment-là, on utilisera plutôt de l'albumine et des diurétiques. Le deuxième élément important du choix, c'est le statut acido-basique. Si on regarde le pH des patients, s'il est acide, il vaut mieux donner quelque chose qui donne un peu d'alcalose, comme du bicarbonate de sodium, par exemple. S'il a un pH normal, autant donner quelque chose qui n'a pas d'effet sur le pH, comme le plasmalite, le ringère ou du glucosé. Et enfin, s'il est alcalin, et bien à ce moment-là, le sérum Phi a tout son intérêt. Le sérum Phi, comme ça donne un effet d'acidose, il peut être intéressant dans les situations d'alcalose. Donc en conclusion, il faut qu'on examine nos patients, évaluer les sorties digestives pour essayer de comprendre si c'est plutôt une sortie qui génère de l'acidose ou de l'alcalose, mesurer la pression intra-abdominale et puis surtout, quand on a le temps, avant de dire passe-lui un 500 de Phi, etc., regardons le gaz du sang, le dernier gaz du sang disponible et le dernier ionogramme
pour donner quelque chose qui va rééquilibrer, c'est-à-dire corriger l'anomalie d'hydratation, corriger l'anomalie acido-basique. Voilà, je vous remercie.